Alors, on va commencer par le professeur Bounfour. Donc, vous êtes professeur des universités, fondateur et titulaire de la chaire européenne de l'immatériel, qui est à l'université de Paris-Saclay, dont la fédération est partenaire d'ailleurs. Et vous êtes également directeur de recherche. Alors, on l'a compris, vous êtes le spécialiste d'une notion qui est un petit peu ardue peut-être, parfois qui peut sembler complexe, mais qui est majeure dans la compréhension de l'innovation, c'est cette notion de capital immatériel. Alors avant peut-être de commencer à présenter vos réflexions, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on peut définir de manière simple ce capital immatériel ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Béatrice pour cette question. Somme toute assez naturelle, s'agissant aussi de mes fonctions d'universitaire. Alors, j'ai tendance à dire qu'en fait, tout est immatériel ou presque dans une organisation. Et en termes simples, pour un entrepreneur, par exemple, c'est le capital humain de ses collaborateurs, c'est les capacités d'innovation d'entreprise. C'est ce qu'un collègue suédois appelle le capital structurel, en gros ce qui reste les soirs quand les gens sont partis, c'est-à-dire en fait la propriété intellectuelle. J'espère qu'on va parler aussi de la question des données. Et c'est le capital relationnel, dans lequel les relations avec les clients, la relation à l'écosystème, et plus généralement toute la question de la confiance sur laquelle nous débattrons. Donc en somme, ce sont des éléments qui font de la valeur aujourd'hui, et à mon avis, ils fondront davantage demain. Ok, alors... donc on a compris que ce capital immatériel, il va se définir un petit peu en complément de valeurs plus traditionnelles, financières, de la manière dont on évalue une entreprise et plus généralement un territoire. Et quand on regarde cette notion-là, dans vos réflexions, l'investissement immatériel, il est essentiel pour vous, et tout particulièrement dans cette période de crise. Oui, tout à fait. Alors, il y avait quelques planches prévues, je ne sais pas si on les voit. Mais en fait, autour de la notion de capital immatériel, il y a deux dimensions. Et la notion de valeur cachée. En gros, ce que, par exemple, les outils comptables ne montrent pas, c'est que, et d'ailleurs, il y a toute une discussion, c'est l'utilité de la comptabilité générale. Les bilans comptent des résultats qui sont, de mon point de vue, peu pertinents, de moins en moins pertinents. Il y a un collègue américain qui s'appelle Barlow-Cleave, il a écrit un livre qui s'appelle The End of Accounting, la fin de la comptabilité. À l'origine, le livre devait même s'appeler « La mort de la comptabilité », ce qui est une façon un peu provocatrice de signaler que, par exemple, là, vous avez à droite une évaluation qui a été faite par Ocean Tomo, qui montre bien qu'au fur du temps, la valeur d'une entreprise, et si c'est la grande entreprise, c'est 80 à 90% de la valeur qu'on ne voit pas. Donc, la question de la valeur cachée et l'image de l'iceberg qu'on fait traduire celle-ci. Et j'ai ajouté aussi un cas un peu intéressant pour la France, c'est le contrat qui a été fait entre le gouvernement français et les Émirats pour le Louvre à Abu Dhabi. Vous vous rappelez, en 2007, il y avait un contrat qui a été signé pour 30 ans et 6 mois. Et ce contrat, signé par le gouvernement français, à l'époque c'était François Fillon et Bernard Kouchner au titre de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères, comportait une clause, entre autres, sur l'usage de la marque Le Louvre. Et cette marque, en fait, il y avait 400 millions d'euros qui étaient, en fait, prévus, ne serait-ce qu'au titre de la marque. Donc, c'est dire, en fait, que le Louvre avait une valeur de marque intéressante et qu'à un certain moment, un pays, était intéressé par créer une coopération avec la France autour de la marque Louvre. Et donc, il y avait une valeur cachée qui se révèle à un moment où quelqu'un voulait, en fait, contracter. Voilà, une marque qu'on arrive finalement à valoriser de manière financière. Oui, tout à fait. Donc, et dans l'occurrence, c'est des négociations de gouvernement à gouvernement. Et pour ceux que ça intéresse, il y a tout un montage, je dirais, organisationnel, avec une agence spécialisée dans la gestion de la relation avec le Louvre à Abu Dhabi, et en particulier toute la partie relative à l'usage de la marque dans des contextes déterminés, ou de sous-traitance de l'usage de la marque à Abu Dhabi, c'était Louvre à Abu Dhabi, par le Louvre à Abu Dhabi, selon des conditions déterminées, etc. Donc j'ai indiqué que dans la partie capital immatériel, l'aspect valeur cachée, mais l'aspect tendance. Et donc il y a cette image que j'utilise du chêne, en fait. Un chêne, c'est quoi? C'est un arbre majestueux qui prend du temps à exister, à se développer.
Mais on doit s'intéresser, entre autres, aux racines du chêne. En gros, ce que ces chênes, ce n'est pas seulement les branches qu'on voit, c'est aussi ses racines. Et donc, il y a toute la question du renouvellement du capital. Et pour une entreprise, pour un pays, pour un territoire, il est fondamental de s'intéresser au renouvellement du capital. Et donc, la question de renouvellement prend toute son ampleur, je dirais, en matière de valorisation du capital immatériel. Et j'espère qu'on va pouvoir y revenir tout à l'heure. Ok. Je crois que votre télécommande ne marche pas. Voilà, ça c'est notre beau chêne vert à gauche et ses racines qui, je dirais, qui représentent la valorisation, le renouvellement du capital, qui était une notion très importante pour les entrepreneurs, mais plus généralement pour les décideurs. Et qui, du coup, met en valeur cette notion de temps long aussi et de nécessité d'avoir une visibilité pour notamment l'acquisition de compétences ou la formation de collaborateurs qui peut être sur un temps plus long. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs éléments qui sont intéressants dans le temps long. Il y a la formation du capital, son entretien sur le temps long, avec la compétence. Il y a aussi éventuellement des questions de retour sur investissement, même certainement de retour sur investissement. Et puis la question des conditions, je dirais, de création de la valeur et en particulier de l'entretien de la confiance qui permettrait, je dirais, qui devrait permettre à ces racines de s'entretenir dans le temps long. Ok. Est-ce qu'on peut passer à ce qui se passe dans le monde ? On a trouvé intéressant de regarder avec vous comment, dans d'autres pays, on soutient l'innovation, quels sont les dispositifs qui peuvent l'aider à se mettre en œuvre. Et il y a différents programmes qui ont été mis en place par des pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, sur les programmes, vous avez une carte ici qui présente un peu une cartographie de quelques programmes dits d'intérêt, selon à la fois de la mesure, des reporting, de la valorisation et du pilotage pour simplifier. Donc, je vais commencer par l'Asie. Donc, le Japon est certainement le pays qui a le programme le plus structuré depuis assez longtemps. Le METI, en particulier, a commencé ce programme en 2004-2005 avec à la fois un programme qui associe à la fois des universités ou une université et des entreprises, avec une conférence annuelle, des prix et aussi des données. Et donc, et aussi un cadre méthodologique dans lequel les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, devaient reporter sur la valorisation du capital immatériel en considérant en fait des séquences autour du passé, du présent et du futur. Les trois étant liés. Donc c'est pas seulement le présent, c'est le futur. On revient sur la notion d'arbre tout à l'heure, mais également le passé pour retracer l'histoire de l'entreprise. Donc ça, c'est pour le Japon. Et aussi ceci dans le prolongement de travaux qui ont été faits sur la propriété industrielle. Il y a une dimension aussi territoriale sur laquelle le Japon a travaillé. Et ce processus qui a démarré en 2004-2005 continue. Donc il y a tous les ans, au mois de décembre, début décembre, une conférence à Waseda University à Tokyo où on parle de ces choses-là et de l'évolution méthodologique. Les autres pays asiatiques sont intéressants pour d'autres raisons. Évidemment, la Chine, on sait que c'est des ambitions très importantes en matière de sciences et technologies, avec des plans à très long terme, etc. Mais je vais m'arrêter sur deux pays en particulier, la Corée et Singapour. La Corée parce qu'il a un programme qui est très intéressant et qui est assez poussé en matière de ce qu'on appelle l'usage collatéral des actifs immatériels, en particulier de 3 ou 4 d'entre eux, ceux de la propriété industrielle, c'est-à-dire les brevets, les marques, les dessins et modèles, et pour lesquels, en fait, les entreprises, en particulier les petites entreprises, pouvaient l'utiliser comme garantie. Donc, il y a un aspect de collatéralisation d'actifs immatériels avec un dispositif institutionnel. Rien qu'en 2019, donc, la Corée a attribué pour 1,11 milliard de dollars pour ce programme. Donc, c'est considérable, avec un programme extrêmement structuré. Et pour les entreprises, par exemple, petites et moyennes entreprises qui ne pouvaient pas se payer le coût de l'évaluation de leurs actifs, le gouvernement subventionnait à 50% cette valorisation. Singapour, évidemment, on connaît la place de Singapour en tant que plateforme mondiale pour un certain nombre de thématiques. Ils ont également un programme. La Malaisie a démarré quelque chose autour des années 2000. J'avais même participé coordonné une table ronde avec Dr Mahathir en 2010 sur la problématique des actifs immatériels de la connaissance en Malaisie. Donc ça, on va passer, en fait... L'Australie est intéressante pour l'essentiel sous l'angle des reporting comptables.
On va aller maintenant à l'ouest. Donc, les US sont évidemment un pôle incontournable pour ces questions sous différents regards, en particulier par des universitaires qui ont notamment, en particulier, discuté la question des usages de la comptabilité, donc tous les travaux du professeur Baroclev à New York University. Au Canada, il y a une conférence qui était très importante à McMaster University. Je m'arrête un petit peu sur le Brésil, parce que le Brésil, parce que c'est une banque, la BNDES, qui n'est pas une petite banque, c'est une banque qui investit quelque chose comme 80 milliards jusqu'à 2011-2012 de dollars par an, donc ce n'est pas une petite banque. Et ils ont un programme très intéressant où l'évaluation des petites entreprises, 50% de la note d'évaluation devait tenir compte du capital immatériel et le programme était intégré à l'ESAP. Donc l'évaluateur n'avait pas, c'est pas un choix, c'est une contrainte processuelle, si j'ose dire. Donc le Brésil est intéressant. La Banque mondiale a pas mal travaillé sur ce sujet avec une approche un peu résiduelle dans laquelle en fait on valorisait pour les pays cette fois-ci le capital naturel, donc on donnait un prix à la nature, le capital physique, le capital financier et le résidu, c'est le capital immatériel. Donc, c'est une approche très intéressante qu'on pourrait répliquer, par exemple, en ce qui nous concerne dans nos travaux sur les territoires. Par exemple, valoriser la nature, c'est un point digne d'intérêt aujourd'hui. Et enfin, en Europe, il y a eu pas mal de programmes importants. Donc, le CDE, évidemment, s'y est intéressé, mais pas seulement au plan européen. Et on en discute aujourd'hui à cause des questions fiscales, qui est aussi l'autre version de la question, puisque la fiscalité est très liée à l'immatériel. Et pour quelle raison? C'est une raison simple, c'est que les immatériels, ils n'ont pas ce qu'on appelle en théorie économique le marché secondaire. Vous ne pouvez pas prendre votre recherche et la vendre sur un marché. Ou dehors, par exemple. Par contre, cette chaise, ce fauteuil, je peux sortir, s'il y a un peu de chance, je peux la vendre. Par contre, ma connaissance, personne n'en vaudra dans la rue. Vous voyez, donc l'inexistence de marché secondaire explique la difficulté de l'appréciation, de la valorisation. Alors, parmi les pays qui sont intéressants, le Danemark avait tout un programme orienté PME, mais plus sur la façon dont les petites et moyennes entreprises utilisent la connaissance. L'Autriche a une loi de 2001 qui oblige les universités à rapporter, reporting, sur leur capital immatériel. L'Allemagne a eu un programme orienté PME, parce que l'Allemagne, c'est d'abord des moyennes entreprises, donc il y a tout un programme orienté les entreprises. La France, on a eu le rapport Lévy Juillet et un certain nombre d'initiatives, y compris dans le secteur public, la création de l'API, l'Agence du patrimoine immatériel de l'État, juste après le rapport 2006 de Lévy Juillet, s'est traduite par le fait que les universités, maintenant, peuvent éventuellement valoriser la marque, que les lieux de tournage publics ne sont plus gratuits, donc on peut voir, etc., etc. Donc il y a toute une discussion intéressante sur la valorisation, et puis je pense que ça veut dire en gros que cette thématique intéresse de nombreux pays et il les intéressera, à mon avis, davantage. Et il y a pas mal de travail à faire en particulier sur le plan méthodologique. Donc on voit là que pour nombre de pays, évidemment, le lien entre capital immatériel, enfin en tout cas sa prise en compte dans un certain nombre de dispositifs d'aide ou d'identification, aide l'innovation à éclore. Alors, lors de vos travaux sur le capital immatériel, vous avez créé des indices qui permettent de mesurer l'innovation territoriale, d'identifier aussi des facteurs clés de réussite, et tout ça dans un objectif de permettre des échanges de bonnes pratiques ou de s'inspirer d'un fonctionnement d'une région à une autre, alors en France ou en Europe, et de mieux comprendre en tout cas ces mécanismes qui font que l'innovation va fonctionner mieux ou que les acteurs vont mieux échanger pour favoriser cette innovation. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ces indices et peut-être nous donner quelques exemples de régions ou de pays dans lesquels ils favorisent vraiment la naissance d'entreprises innovantes? Oui, alors depuis 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans, on travaille sur la question des territoires et du capital immatériel, en considérant qu'il y a une insuffisance. On a vu tout à l'heure qu'il y a une insuffisance au niveau de l'entreprise. La comptabilité n'est pas d'une grande utilité, à dire vrai. Mais au niveau des territoriales, on a un autre problème qui est le fait que nous manquons de modélisation et nous manquons aussi de données. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini un modèle dans lequel on va considérer qu'un territoire, en substance, c'est un espace de création de valeur qui va mobiliser 6 piliers pour simplifier.
Le premier que vous voyez ici, c'est le capital humain. Après, nous avons le renouvellement du capital, ce dont on a discuté tout à l'heure. Les institutions, c'est en fait si les citoyens ont confiance dans l'institution, on a tendance à produire davantage et à se faire confiance, parce que ça c'est fondamental. Le capital social, c'est la relation entre les citoyens, s'ils se font eux-mêmes confiance, s'ils participent à la vie active, s'ils sont administrateurs de petites et moyennes entreprises, de grands groupes ou peu importe, s'ils participent à la vie de la cité, on aura tendance à créer de la richesse. Donc tous ces éléments un peu soft qu'on ne voit pas, on revient sur la question de valeur cachée, on va pouvoir les révéler d'une certaine manière pour les territoires européens et en France. Et du coup, les mesurer, les comparer, peut-être les gérer de manière un peu plus oui, tangible. Absolument. Et donne lieu, donc c'est ces piliers, je remets juste rapidement, et puis la partie numérique, tout ce qui est relatif aux technologies de l'information, et la partie entrepreneuriale qui est importante. Donc tout ça nous permet de créer un indice du capital immatériel des territoires. Donc on l'a fait pour 295 régions en Europe, et on l'a fait aussi pour les régions françaises au niveau NOTS 2, c'est-à-dire les anciennes 22 régions et les nouvelles régions métropolitaines. Et on a aussi fait au niveau territorial, etc. Alors, il y a une définition un peu plus restreinte qui est l'indice d'innovation, qui est plus restreint, qui lui va reprendre juste la partie renouvellement du capital, en fait l'investissement en recherche, l'investissement scientifique, le fait de recruter des gens à vocation technologique, et la partie output d'innovation, qui est le fait, par exemple, d'avoir des exportations à fois contenues en connaissances, etc., le fait de déposer des brevets, des marques, des dessins et des modèles. Tous ces éléments-là vont intervenir dans la formation de l'indice dit indice d'innovation territoriale. Alors, est-ce qu'on peut maintenant montrer quelques exemples? Enfin, en tout cas, vous avez fait un certain nombre de cartographies qui montrent ces indices appliqués au pays et à ce que vous y avez identifié, ou les régions françaises, et qui permettent de voir quels sont les pays qui peuvent sortir leur épingle du jeu, ou les régions qui peuvent sortir leur épingle du jeu, ou en tout cas être plus propices à l'innovation. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement et nous donner peut-être quelques exemples concrets de pays? Si on prend le premier indice du capital immatériel, ça c'est dans les 2019, les plus récentes, on voit bien que on a un axe en gros, en fait on a deux axes de performance entre guillemets, qui est l'axe nord traversant les pays du Nord arrivant, l'Allemagne arrivant jusqu'en Suisse, et de l'autre côté on a la Grande-Bretagne incluant le nord de la Grande-Bretagne et l'Irlande. Donc ça montre en fait que les régions françaises au niveau, je dirais, les anciennes régions, sont à un niveau intermédiaire en matière de capital immatériel. Alors, il faut faire attention parce qu'en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement le niveau, c'est aussi la dynamique. Et quand on a fait la mesure de la dynamique, les régions supposées être intermédiaires ou en retard ont en fait progressé plus que les autres de manière relative. Donc, ce qui est intéressant, en fait, du point de vue politique et de point de vue de l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement le niveau, c'est aussi la dynamique de progression sur un indice. Et donc ça, c'est intéressant. Pour la partie innovation qu'on avait définie tout à l'heure, on a au peu prou la même configuration pour les régions françaises en comparaison des régions nordiques, même si c'est moins frappant pour l'innovation que ne l'est pour le capital immatériel. Alors on a fait juste rapidement le même travail au niveau des régions françaises cette fois-ci. Donc ça c'est pour la création, pour l'indice ici de capital immatériel. On voit bien qu'il y a une région phare qui est en fait l'Île-de-France, et puis on a 5 autres régions qui sont réparties à l'ouest et au sud pour l'essentiel. Si on prend la partie innovation, on a la région Île-de-France et les régions plutôt sud-sud-est, vous voyez. Donc l'Occitanie, par exemple, est typiquement une région intéressante du point de vue des capacités d'innovation. Alors maintenant, si on s'intéresse, la méthodologie mesure non seulement le niveau d'efficacité, le niveau de performance, mais il mesure aussi l'efficience. En gros, compte tenu de ce que vous avez comme capital, est-ce que vous créez suffisamment de richesse, par exemple? Et donc là, avec la méthode DOA, on calcule des indices de performance pour les territoires au plan européen et au plan en France, par exemple. Et on voit ici que pour la création de richesses, on a des régions qui sont les régions, par exemple Bretagne, la région Île-de-France, qui sont efficientes par rapport aux autres, plus efficientes que d'autres en matière de création de richesses. Et on a fait la même chose au niveau
de l'innovation. Peut-être juste pour terminer sur un exemple intéressant, qui est, alors la partie, je reviens sur la partie innovation. Donc ça c'est les données de 2016 qui sont plus anciennes. Et on voit bien par exemple qu'une région comme Champagne-Ardenne par exemple est assez efficiente en comparaison d'autres régions européennes, y compris les grandes régions françaises, en matière d'innovation. Pourquoi? Parce qu'en fait cette région, même si au niveau il n'est pas forcément bien positionné, mais en usage des ressources qu'elle a d'innovation, elle les utilise plutôt bien en comparaison des autres. Donc, en résumé, nous avons un cadre méthodologique qui nous permet de situer les territoires les uns par rapport aux autres, en matière d'innovation, en matière de capital immatériel et de mesurer le progrès. Mais surtout, à mon avis, le plus important dans cette affaire, c'est d'organiser l'apprentissage. C'est le fait que sur 26 variables, les territoires, par exemple en France, peuvent se retrouver pour discuter des niveaux et du progrès. Et ce qui permet que ces éléments quantitatifs peuvent être source de création d'une confiance renouvelée entre les territoires et d'un apprentissage et probablement aussi d'une vision du monde qui soit un peu plus, je dirais, organisée collectivement que seulement par la simple vision naïve du benchmarking dans lequel on va dire celui-là est premier, celui-là est moyen, celui-là est dernier de la classe, entre guillemets. Voilà, merci. OK. Merci, professeur.